Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur le chapitre 3 de notre cours, plus particulièrement sur les propriétés des portes logiques quantiques à un seul qubit. Donc nous avons vu les portes logiques à un seul qubit dans le chapitre 2. Maintenant, on va regarder leurs propriétés de plus près. Je commence avec un petit récapitulatif que j'ai pris des derniers slides du chapitre 2. Donc là, ça nous fait revoir toutes les qubits, les portes logiques quantiques à un seul qubit. Donc la porte logique X qui s'appelle le NOT. Vous devez revenir sur votre cours de chapitre 2 pour vous rappeler si vous avez encore pas fait ça. Voilà, donc ici, vous voyez bien l'action de chaque porte logique sur un qubit dans un état général à l'entrée, alpha 0 plus bêta 1. Bien évidemment, ce qubit, il est défini dans l'état, dans la base des états propres informatiques, 0 et 1. D'accord? Donc, voilà l'action sur chaque qubit par chacune des portes logiques. Ce qui est plus intéressant, c'est que nous avons vu dans les exercices que si on cherche la sortie de ces circuits quantiques formés chacun par la succession de la même porte logique, donc si je fais à l'entrée ici psi et j'ai à la sortie psi final, on a remarqué en faisant le calcul matriciel, en utilisant la représentation matricielle de chaque porte logique, qu'à la sortie, en fait, la succession de deux portes logiques quantiques nous ont donné la matrice identité ou l'action identité. C'est quoi l'action identité? C'est-à-dire ça fait rien au qubit de l'entrée. Donc si j'entre ici 0, ça va sortir 0. Pourquoi? Parce que la succession a donné I, matrice identité. L'action que nous allons explorer dans ce chapitre, c'est pourquoi. Pourquoi? Quand on a une porte logique quantique à un seul qubit, eh ben, l'application successive de cette porte logique nous a donné I. Et nous allons voir, si vous voulez, dans le modèle mathématique, pourquoi c'est le cas, et puis pourquoi c'est le cas dans le cadre de l'informatique quantique, et en quoi c'est intéressant. Pour ce faire, on met juste les choses en place en disant, considérez, on a une matrice, une porte logique quantique U quelconque, à un seul qubit évidemment. Et bien voilà, si on a à l'entrée alpha 0 plus bêta 1 comme qubit à l'entrée, à la sortie on aura alpha prime 0 plus bêta prime 1. D'accord? Ce qui peut s'écrire matriciellement le vecteur correspondant à l'état de sortie qui est égal à l'application de l'action de la porte logique U sur le vecteur du qubit à l'entrée alpha bêta. Puisque U est une porte logique quantique, alors la matrice U est unitaire. Ça, c'est une vérité. Maintenant, ce qu'on va voir dans la suite, déjà, qu'est-ce qu'une matrice unitaire ou une action? Parce que finalement, la matrice représente une porte logique et la porte logique quantique, ça représente une action qui se fait sur le qubit à l'entrée de cette porte logique. Donc, qu'est-ce qu'une matrice unitaire ou action unitaire? La deuxième question que nous allons explorer, pourquoi les portes logiques à un seul qubit sont-elles unitaires? Pourquoi en fait cet énoncé est toujours le cas? Troisièmement, nous allons vérifier si les portes logiques quantiques à un seul qubit que nous avons vues déjà dans le chapitre 2 sont toutes unitaires. Et finalement, si vous voulez, nous allons démontrer cet énoncé, cette loi, si vous voulez, quelque sorte, qu'une matrice U est une porte logique si et seulement si elle est unitaire. Et vice-versa, d'accord? C'est-à-dire, toute porte logique quantique est unitaire. En même temps, toute matrice unitaire est une porte logique quantique. D'accord? On va voir tout ça.
Commençons par la première question. Qu'est-ce qu'une matrice unitaire? Bon, par définition, vous avez probablement vu ça déjà dans votre mécanique quantique, cours de mécanique quantique. Et donc là, si vous voulez, dans ce chapitre, il y a pas mal de rappels des notions de mécanique quantique dont on a besoin, comme on a promis dans les parties introductives de ce cours. U, une matrice U, est unitaire si le produit U-DAG égale à la matrice identité. C'est quoi U-DAG? U-DAG, ça s'appelle la matrice DAG, ou c'est la matrice transconjuguée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la matrice U-DAG, c'est la matrice transposée de U, et puis la conjuguée de cette matrice transposée. Donc c'est transconjugué. On appelle ça matrice DAG. En anglais, c'est DAGA. Voilà. Pour plus le comprendre, vous voyez bien là la matrice, si on prend une matrice U 2 par 2, donc A, B, C, D, la matrice DAG, c'est la transposée puis conjuguée. Donc la transposée, tout ce qui est ligne deviennent ici colonne, et tout ce qui est, la deuxième ligne devient la deuxième colonne. Donc ça c'est le transposé, puis chaque élément, ça sera conjugué. Donc UDAG par rapport à U, c'est ça. Très bien. Pourquoi les portes logiques à un seul qubit sont-elles unitaires? En fait, les portes logiques quantiques à un seul qubit sont unitaires parce que essentiellement, une matrice unitaire ou une action unitaire, elle préserve la longueur. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire préserve la longueur? C'est-à-dire que si on a un qubit alpha 0, bêta 1, on peut chercher le module de ce qubit. D'accord? Si on lui applique une matrice unitaire, donc U psi, la matrice U unitaire qui sera une porte logique, appliquée à psi, ça va donner un vecteur qui a la même longueur que psi, sans l'application de U. Ça veut dire la matrice unitaire préserve la longueur. C'est-à-dire même si on applique U, on obtient toujours la même longueur. Pourquoi c'est intéressant? En quoi ça c'est intéressant? En fait, en informatique quantique, on sait que le vecteur d'état ou le qubit psi n'est pas un qubit, n'est pas un état quantique que si on a la condition de borne, la condition de normalisation qui est satisfaite. Et cette condition de normalisation, donc le module de alpha carré plus le module de bêta carré égale à 1, donc c'est quoi la normalisation? La normalisation, c'est le module de alpha carré puis le module de bêta carré égale à 1. Ça, c'est la condition de borne. Eh bien, si la longueur est préservée, ça veut dire que même après application de psi, même application de U sur psi, on obtiendra ici un vecteur, soi-disant, on va l'appeler le qubit maintenant psi final ou psi f, après application de U. Eh bien, celui-là aussi aura la même condition de borne satisfaite, parce que la longueur est préservée. Et ça, c'est fondamental en informatique quantique. Parce que même quand on applique une porte logique, il faut obtenir, par l'application de la porte logique, il faut obtenir un qubit qui satisfait la condition de borne, qui soit un état quantique. Et en utilisant alors des portes logiques qui sont toutes unitaires, en informatique quantique, on assure que c'est toujours le cas. Maintenant, on va essayer de démontrer que puisque U est unitaire, le faire, il est plus carré du module, parce qu'on sait comment chercher le carré du module d'un état quantique, surtout qui est complexe. Donc on va démontrer que le module au carré de psi étant alpha 0 plus bêta 1, est égal au module au carré de U psi, U étant unitaire. Comment on va le faire? Voilà le calcul ici.
Commençons par chercher le module au carré de u psi. En fait, le module au carré de u psi, c'est la somme sur j de u psi conjugué fois u psi. C'est par définition. D'accord? Mais là, on a l'élément j de la matrice U qu'il faut faire appliquer à tous les éléments du vecteur psi-k, enfin du vecteur psi si vous voulez, dans l'état conjugué et l'état non conjugué. Donc là, on va ajouter deux autres éléments de sommation. Donc on a, ça devient UJK appliqué sur K, et donc là, ça va faire la somme sur K. Donc UJ s'applique à tous les vecteurs psi-K, tous les états, tous les éléments du vecteur psi-K en conjugué. Et UJL, psi-L. D'accord? Après, la somme, ça fait additionner tous les UJ. Donc chaque J, on additionne les K et les L, c'est-à-dire on passe, chaque élément de la matrice U passe sur tous les éléments de chaque vecteur psi-k et psi-l dans les états conjugués et non conjugués. Et puis on passe au deuxième élément de la matrice UJ, donc c'est J plus 1 si vous voulez, et puis ça s'appliquera de nouveau sur tous les éléments psi-k et psi-l. Donc le conjugué du U psi, c'est le conjugué du U, hein, appliqué sur la conjuguée de psi-k. Ça vous connaissez ça, la conjuguée d'un produit, c'est le produit de conjugué. Sauf que, si vous pensez à la définition de la matrice DAG, vous remarquez que UJK étoile, si on cherche la transposée de UJK, donc si on fait UKJ, avec le conjugué, bon, ça devient UDAG. Pourquoi? Parce que par définition, tout à l'heure, on a dit UDAG, c'est le conjugué du transposé. Donc si on fait l'inverse, si on a une matrice qui est conjuguée, si on transpose à l'envers, on obtient UDAG. Donc là, on aura quoi? UDAG, psi conjugué, UJL, psi-L. Donc si on regroupe les matrices et les vecteurs, on a quoi? On a UDAG, KJ, UJL, psi étoile K, psi-L. Donc, UDAG U avec KJ et JL, puisqu'on a J et J partout là, donc en fait ça donne quoi? Ça donne la fonction delta, qui ne sera égale à 1 que si K égale L. D'accord? Donc on a quoi? On a sigma delta KL, psi étoile K, psi L. Eh bien, ça ne peut exister que si K égale L, donc si K égale L, delta devient 1, donc on a sigma K, psi étoile K, psi K, et bien ça par définition, vous le connaissez bien, hein, c'est le module au carré du vecteur psi, tout simplement. Donc là on vient directement de démontrer que le module au carré, parce que c'est ce qu'on a commencé à, le module au carré de U psi est égal au module au carré de psi. Et donc le module de psi égale le module de U. Et donc, la matrice unitaire U, puisqu'elle est unitaire, hein, c'est où il est intervenu? C'est là, hein, c'est là. C'est parce que UDAG U égale 1, puisque U est unitaire. C'est pour cela qu'on a mis delta, pour ceux qui se posent la question. Et donc, puisque U est unitaire, alors elle préserve la longueur. D'accord? Très bien. Est-ce qu'on peut vérifier que les portes logiques que nous avons vues avant sont toutes unitaires? Bon, on va commencer avec x. Hein. Prenons x DAG x. Est-ce qu'elle est égale à i? Eh bien déjà, on va mettre x. X, c'est défini par 0, 1, 1, 0. Donc j'ai mis ici les codes couleurs, si vous voulez, pour changer ligne et colonne, colonne et ligne, hein, pour vous montrer que ça a été interchangé. Donc là, moi, j'ai mis colonne que j'ai transformé en ligne, ou ça pourrait être l'inverse. Hein. J'aurais pu mettre le bleu sur la colonne et l'orange sur l'autre colonne, c'est pas grave. Mais on voit que x DAG, c'est le transposé étoile. Mais puisque tout est réel, enfin, on ne voit pas vraiment. Hein. C'est pour cela que j'ai mis les couleurs, parce que sinon on ne va pas les voir.
Et puisque c'est réel, ben, le conjugué d'un nombre réel, c'est le même nombre réel. Donc x dag, en fait, il est égal à x. Donc x dag x, c'est xx. Et c'est ce qu'on vient de voir dans le récapitulatif tout au début, dans le deuxième slide. On a déjà démontré que xx est effectivement égal à i. Donc oui, puisque x dag x égale i, donc x est unitaire. Et encore une raison de plus, x est unitaire parce que x est une porte logique. Parce qu'on n'a pas une porte logique quantique, surtout de un seul qubit, que si elle est unitaire. Très bien. Finalement, c'est la question la plus, si vous voulez, où il y a plus de travail mécanique quantique. Hein. On va démontrer le sens inverse, c'est-à-dire, si on a une matrice M quelconque, on ne sait pas si elle est unitaire ou pas. Mais telle que cette matrice M appliquée à psi, n'importe quelle étape psi, n'importe quel qubit psi, si M appliqué à psi possède le même module que psi lui-même, ceci n'est possible que si et seulement si la matrice M est unitaire. D'accord? Parce que tout à l'heure on a vu l'inverse. On a vu si M est unitaire, alors on a montré qu'elle préserve la longueur. Maintenant on va montrer que si la longueur est préservée en appliquant une certaine matrice, eh ben cette matrice ne peut pas être que unitaire. Pour démontrer ça, il faut montrer que les éléments de matrice ou les éléments du produit M dag M sont tels que les éléments diagonaux M dag M JJ. Donc si vous imaginez une matrice, excusez-moi, je reviens. Si vous imaginez une matrice, hein, et cette matrice est égale au produit M dag M, et bien les éléments de diagonale sont tous les éléments JJ qui possèdent le même indice, colonne-ligne. Très bien. Donc, il faut démontrer que les éléments de diagonaux sont égaux à 1 et que les éléments non diagonaux sont égaux à 0. C'est comme ça qu'on prouve cet énoncé, si vous voulez, cette relation fondamentale. Pour ce faire, il faut qu'on rappelle quelques notions. Pour la plupart d'entre vous, ce sera des trucs qui sont relativement banals, mais vu que le cours est fait en ligne et vu qu'on a promis de rappeler les notions qui sont seulement nécessaires en mécanique quantique, et surtout vu que la mécanique quantique n'est pas nécessairement quelque chose de très agréable pour tout le monde. Donc je rappelle ces petites notions relativement simples. Donc la représentation de Dirac, c'est la représentation en ce qu'on appelle quête et bras ou braquette. D'accord? On a vu un état psi ou un qubit psi, il est représenté généralement comme un vecteur colonne dans l'état psi en quête. Maintenant, en bras, le vecteur bras ou l'état bras de psi, en fait, c'est un vecteur ligne où chaque élément est la conjuguée de l'élément qui était dans l'état quête. Donc il est facile de remarquer que qu'est-ce qu'on a fait là? On a transposé la ligne en colonne, puis on a cherché le conjugué de ce vecteur. Donc il est facile de voir que psi dag, donc la transconjuguée de psi, quête, n'est autre que psi bras. Parce qu'on a fait transposer et puis on a fait conjuguer pour partir de quête à bras. Donc ça, c'est une identité qui est intéressante, simple, hein, mais intéressante à savoir, à garder en tête. Ça, c'est un. Deux,
vous connaissez, hein, c'est juste, il faut l'écrire, que le module au carré de psi, bah, finalement, ça s'écrit psi, psi. Donc c'est le produit bracket de l'état psi. Ça donne le module au carré. Ça, vous connaissez bien. Ça s'appelle, je pense, produit scalaire même. Et maintenant, si on définit des vecteurs unitaires aussi, donc je vais aussi introduire cette notion. Le vecteur unitaire, disons EJ, en fait, c'est un état, hein, pas nécessairement à deux dimensions. Donc nous, quand on est dans la base à deux dimensions, c'est 1, 0 et 0, 1, n'est-ce pas? Donc dans la base, dans l'espace d'Hilbert à deux dimensions, les vecteurs unitaires de base sont soit le 0, qui correspond à un état ou à un vecteur 1, 0, matrice colonne 1, 0, ou le vecteur 1 qui correspond à la matrice colonne ou au vecteur colonne 0, 1. On a déjà vu ça. Mais d'une façon plus générale, quand on a un espace d'Hilbert à n dimensions, eh ben, le vecteur unitaire EJ est défini comme ça, hein, donc c'est 1 avec des 0 après ou 0 avec 1, etc. Donc le EJ, c'est le jème vecteur unitaire. D'accord? Maintenant, si on multiplie, ou si on applique la matrice M sur un vecteur unitaire EK, ça nous donne la colonne, la kème colonne de la matrice M. Parce que E est unitaire, on a juste multiplié avec le M, donc ça nous donne le kème colonne de la matrice M. Et si on fait ce produit bracket avec M, ça nous donne l'élément en fait MJK, donc c'est les éléments de matrice. Donc si vous voulez, chaque élément de matrice n'est autre que, donc chaque élément de matrice M, c'est les MJK, prenons n'importe quelle position, MJK, d'accord? Excusez-moi, donc les MJK là, ce n'est rien d'autre que les produits. C'est-à-dire ici, par exemple, c'est, je sais pas moi, première, ça peut être EJ ou EN, M, hein, première ligne, donc E1, disons, d'accord? Voilà. Donc chaque élément de matrice correspond à ce produit, hein, de ma matrice appliquée en bracket aux deux vecteurs unitaires. Donc en utilisant ces notions-là, d'accord, je ne vais pas le montrer ici, mais en utilisant ces notions-là, il est simple en fait de voir que si on a ces valeurs de matrice ici, d'accord, ces valeurs, les éléments diagonaux vont être égaux à 1 et les éléments non diagonaux seront égaux à 0. On démontrera ça plus probablement dans les exercices, d'accord? Mais tout ce qui importe de ce chapitre, si vous voulez, et on va voir les exercices ensemble que je vous enverrai, c'est de savoir, le truc très essentiel, c'est que une matrice unitaire, c'est une porte logique quantique. Pourquoi? Parce qu'elle préserve la longueur. Et vice-versa. Toute porte logique quantique préservera la longueur et elle est une matrice unitaire. Et ben voilà. Maintenant, je vous passerai à plus tard dans le chapitre 4 à plus de computation, donc de calcul, plus de vrais calculs, d'algorithmes et des circuits quantiques plus compliqués. Merci.